Que faire des mômes? 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 Éric Couder. Bonjour à tous, bienvenue chers parents, grands-parents, tantes et oncles, parrains et marraines, professionnels de la petite enfance, c'est Éric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, votre magazine 100% famille. Les amis, aujourd'hui et comme chaque semaine avec mes invités, nous allons parler enfance, vous donner des conseils, des astuces et des idées pour divertir et occuper vos enfants. Dans quelques instants, je recevrai Michel Rouget, directeur général du Muséoparc Alésia, pour l'exposition Alésia en Playmobil qui se tiendra jusqu'au 3 novembre. Nous reviendrons avec Nathalie Cougny sur la violente agression d'un collégien dyslexique survenu le 16 septembre à Rive-de-Gier dans la Loire, et Nathalie Cougny nous présentera son programme d'intervention en établissement scolaire. Et je recevrai Mario Luracci, le mythique cascadeur et dresseur de chevaux à renommée mondiale, pour Fascination, le plus spectaculaire des shows équestres en tournée dans toute la France et à Paris. Livre, je vous présenterai Les Cahiers Filiosa, l'amitié, comment se faire des copains et les garder de Isabelle Filiosa, Margot Friade Filiosa et Éric Veillé aux éditions Nathan. Côté cinéma, nous découvrirons la bande-annonce de Abominable. Cette émission vous est proposée en partenariat avec Étoile de Rêve. Étoile de Rêve, c'est 15 ans d'expérience dans les événements pour enfants. Vous avez un anniversaire ou une fête de famille à fêter ? N'hésitez plus, contactez-nous au 01 45 74 11 23. 01 45 74 11 23. Étoile de Rêve. Une équipe de professionnels est à votre écoute sur Paris et la région parisienne, dès la prise en charge de votre demande jusqu'au jour de votre fête. Je reçois à présent Michel Rouget, directeur général du Muséoparc Alésia, le site vivant de la bataille d'Alésia en Bourgogne. Bonjour Michel Rouget. Bonjour. Alors vous êtes directeur général du Muséoparc Alésia. Alors quelle est l'histoire du site ? L'histoire du site, j'ai envie de vous dire, elle a déjà plus de 2000 ans, puisque donc on se trouve ici en Bourgogne sur le lieu même de cette fameuse bataille d'Alésia qui s'est passée en 52 avant Jésus-Christ. Et depuis 2012, donc on a ce Muséoparc Alésia, un centre d'interprétation qui donne toutes les clés de compréhension de la bataille, avec notamment une exposition permanente, en extérieur une reconstitution des fortifications romaines. Et puis sur l'oppidum, là où était Vercingétorix au moment de la bataille, on a les restes et les vestiges d'une ville gallo-romaine qui s'est développée au 1er siècle de notre ère. Donc voilà, le Muséoparc, c'est la combinaison et la visite de ce centre d'interprétation, de ce site de vestiges gallo-romains. Et puis, bien évidemment, entre les deux, on a la fameuse statue de Vercingétorix qui a été construite au 19e siècle. Alors que s'est-il réellement passé en 52 avant Jésus-Christ ? Alors en 52 avant Jésus-Christ, donc on est en plein dans la guerre des Gaules, donc c'est ces années de conquête de Jules César de ce territoire. Il fait le pari de conquérir toutes ces tribus celtes et gauloises dans le secteur qui correspond, si vous voulez, assez grossièrement à la France, la Suisse, la Belgique actuelle. Et donc, depuis 58 avant Jésus-Christ, il y a plusieurs campagnes tous les ans. Et en 52, ce qu'il se passe, c'est qu'on a un chef gaulois, donc Vercingétorix, qui arrive à fédérer un certain nombre de tribus pour justement contrer cet envahisseur romain. Et on se retrouve à Alésia, donc dans un oppidum, une ville fortifiée gauloise, dans laquelle se réfugie Vercingétorix avec ses troupes, et César décide donc de faire le siège de cet oppidum, et donc s'installe, et donc c'est là où on arrive au fameux siège d'Alésia, qui va donc durer à peu près 2 mois. Et qui verra des affrontements entre, bien évidemment, les deux camps. Mais comme c'est un siège, César va faire construire des lignes de fortification pour encercler l'oppidum et pour se protéger ses arrières, parce qu'il va savoir que Vercingétorix va faire appel à une armée de secours. Bref, donc on a des grosses constructions romaines sur site. Et puis, finalement, au bout de 2 mois, où les Gaulois n'arrivent pas à prendre le dessus, où les Romains sont aidés par notamment la cavalerie germaine. On va assister, Vercingétorix va se rendre, donc c'est ce qu'on appelle la reddition de Vercingétorix. Et à partir de là, César va gagner. Et c'est le début de la fin de la guerre des Gaules et de cette conquête complète qui va nous faire entrer dans l'ère gallo-romain. À vous, dieux et déesses d'Alésia,
Je vous conjure et je vous demande en grâce d'abandonner ces lieux et d'inspirer à ce peuple et à cette armée la crainte, la terreur et l'oubli. Comme nos illustres ancêtres qui ont fait trembler Rome jusque dans son sein, nous nous battrons! Sortez vos épées! Archers! Tirez vos flèches à la tête! Chargez dans le sang! Nous porterons la terreur dans le cœur de l'ennemi! Alors Michel Rouget, quels sont les 3 lieux autour duquel le musée au Parc Alésia s'articule ? Alors, on a l'élément central, le centre d'interprétation, donc cette architecture tout à fait contemporaine qui a donc ouvert en 2012 et qui, à travers une exposition permanente, permet de comprendre tous les tenants et les aboutissants, le contexte de l'époque et savoir comment s'est passé ce siège et cette bataille. Donc, on présente notamment le détail des armements des différents soldats, des techniques de combat, et on fait le lien, bien évidemment, avec tout ce qu'on a pu découvrir à travers les fouilles archéologiques depuis le 19e siècle. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, là, il faut revenir un petit peu en 52. César avait fait la promesse que si, en gros, il gagnait, il ne détruirait pas l'oppidum gaulois. Donc, comme il a gagné, il n'a pas détruit l'oppidum. Et cet oppidum gaulois s'est transformé au cours du 1er siècle de notre ère en une ville gallo-romaine. Donc aujourd'hui, on a les vestiges archéologiques d'une ville gallo-romaine, donc avec les restes d'un théâtre, d'un forum, d'un quartier d'habitation, d'un temple, enfin voilà. Et donc du coup, on fait visiter cette partie-là aussi, qui est partie intégrante du musée au Parc Alésia. Toujours sur l'oppidum, c'est Napoléon III qui, au XIXe siècle, avait lancé les fouilles, la première campagne de fouilles, et au bout de 3-4 ans de ces années de campagne, pour marquer la fin de ces campagnes, il a décidé d'ériger une statue à la gloire de Vercingétorix. Et donc, on a, depuis 1865, sur l'oppidum, cette statue tout à fait emblématique du Vercingétorix, cheveux longs, moustachu, qui n'est aujourd'hui, avec ce qu'on sait grâce à l'archéologie, absolument pas compatible avec la tenue que devaient porter les Gaulois. Mais toujours est-il que c'est une image qui a complètement marqué notre imaginaire et qui a aussi marqué l'imaginaire de 2 auteurs de bande dessinée célèbres, Uderzo et Goscinny, quand ils se sont emparés d'Astérix, et qui fait que c'est l'image iconique des Gaulois, et que nous, on essaye gentiment à nos visiteurs d'expliquer que c'était forcément comme ça, et que comme en archéologie, par exemple, je vous donne juste cet exemple, on a retrouvé des rasoirs, on peut tout à fait supposer que les Gaulois avaient les cheveux courts et pas forcément de moustache ou pas forcément barbus. Et voilà, donc on essaye de ramener un peu les choses à leur juste vérité, si on peut dire les choses comme ça, grâce à l'archéologie. Alors le musée au Parc est un endroit emblématique, ludique et pédagogique à découvrir en famille, autant pour les petits que pour les grands. C'est un lieu où on peut passer la journée, par exemple ? Oui, on peut passer la journée, et c'est vrai que vous avez raison de souligner le côté pour les grands et pour les plus jeunes. C'est vraiment, je pense que c'était le concept au départ, et c'est vraiment ce qu'on porte avec l'équipe aujourd'hui, c'est de s'adresser au plus grand nombre, et notamment au public familial. Parce que moi, je pense que visiter un musée, c'est aussi c'est un bon moment à partager. C'est se construire des souvenirs en famille. Et donc, c'est vrai qu'on a, par exemple, on a développé des ateliers qu'on a appelés le Muséofab pour s'initier à des techniques artisanales antiques. Et en fait, on ne fait pas d'atelier enfant ou adulte. Tout le monde fait ensemble. Et en fait, c'est génial parce que, voilà, moi, j'en ai suivi quelques-uns, et petite anecdote, voilà, il y avait des ados quand les parents disent tiens, on va faire de la vannerie. Donc vous imaginez la tête des ados qui vont faire de la vannerie. Et en fait, finalement, ils se font, parce que c'est pas si compliqué que ça, ils se prennent au jeu, ils y arrivent mieux que les parents, donc du coup ils charrient les parents, enfin voilà, et ça crée des souvenirs. Et je pense qu'on n'a pas tant d'occasion que ça de se construire des souvenirs communs de famille. Et en tout cas, voilà, c'est cette convivialité-là qu'on a envie avec l'équipe de mettre en avant au musée au Parc. Et donc en effet, il y a largement de quoi y passer la journée. Si vous visitez le centre d'interprétation, vous pouvez le faire facilement avec l'exposition, l'audio-guide, 1h30, 2 heures. Et puis si vous complétez avec du coup la balade autour de la statue, plus la visite des vestiges gallo-romains, oui, il y a de quoi vous occuper dans cette belle région qu'est la Bourgogne. Quelle est l'activité préférée des enfants ?
Alors je pense que l'activité préférée des enfants, c'est notre atelier qui s'appelle Légionnaire en herbe ou Guerrier gaulois en herbe. Alors là, en fait, les enfants sont pris par un médiateur de l'équipe qui va d'abord leur expliquer justement la tenue, alors qu'on soit ou côté gaulois ou côté romain, la tenue, l'équipement, comment ça fonctionnait, les techniques de combat. Et après, donc ce qui est là le moment le plus sympathique, en tout cas pour les retours qu'on a des enfants qui participent, c'est qu'on leur donne un petit casque, un petit bouclier et une petite épée, et qu'ils vont dehors, à côté des lignes de la reconstitution des lignes de fortification, et qu'ils vont expérimenter les manœuvres ou gauloises ou romaines que on a pu, grâce à l'archéologie expérimentale, deviner. Et donc, du coup, ils expérimentent la formation de la tortue ou se rendent compte qu'en effet, le bouclier, s'il est une forme un peu ovale, ça permet de se protéger derrière. Enfin, voilà. Donc, toutes ces... de manière très concrète, ils se rendent compte de ce que ça peut être. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment le retour. Et ça plaît beaucoup aux parents et aux grands-parents qui, du coup, font les photos souvenirs de l'enfant habillé en gaulois ou en romain, donc ça marche très très bien. Michel Rouget, et quelles sont les 5 bonnes raisons pour venir se divertir au musée au Parc Alésia pendant les vacances d'automne ? Alors, peut-être que la première bonne raison, c'est qu'on accueille un collectionneur de Playmobil et qui va faire un grand diorama de 30 mètres carrés reconstituant le siège d'Alésia avec plus de 1000 figurines Playmobil. Et donc ça, je pense que c'est assez exceptionnel. Alors, c'est des choses qu'on voit dans d'autres institutions. Nous, ce qu'on a essayé de faire, c'est justement de donner tout un tas d'explications autour de ce diorama central qui vont justement faire le lien entre comment on peut représenter, est-ce que c'est juste de représenter les Gaulois de cette manière-là ou les Romains, jusqu'où on arrive à représenter quelque chose, et puis de ramener sur à chaque fois l'archéologie et la vérité historique et tout ça. Donc on va être vraiment concentré sur notre sujet, mais de cette manière tout à fait ludique et exceptionnelle avec tous ces Playmobil. En complément, on aura la possibilité de fabriquer des petites poupées en argile. C'est-à-dire qu'on a fait une thématique sur la quinzaine des vacances autour du jeu et du jouet. Donc on pourra fabriquer des poupées en argile telles qu'on en a retrouvé chez les Romains, et aussi des petits jeux de plateau sur une petite bourse en cuir avec des dames à fabriquer en terre cuite, un peu l'ancêtre des jeux de dames. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir fabriquer et les gens repartent avec. Voilà. Donc ça, c'est vraiment les points forts. Vous m'avez dit 5 raisons, oui. Donc on va dire que ça en fait 3. Je vais vous en trouver une 4e. De venir, on sera en plein automne avec de très belles couleurs dans la région, et c'est aussi l'occasion d'envisager une découverte au-delà du musée au parc, d'aller bien évidemment sur l'Oppidum, parce que du coup on est il y a un secteur boisé, donc on a un très bel environnement en tout cas, et le centre d'interprétation a un toit terrasse, et on est au cœur de la nature en fait, de ce paysage de l'Aussois qui a quasiment pas bougé. Donc si on veut en prendre plein les yeux et respirer un grand bol d'air de nature, c'est aussi une bonne raison. Et peut-être la 5e raison, c'est que ce temps de vacances et je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, une bonne occasion d'avoir un temps de partage, de découverte en famille ou entre amis. Et c'est vraiment et cette notion de convivialité et d'apprendre ensemble, de découvrir ensemble et de partager. Donc je pense que les vacances d'automne, ça sera une bonne occasion autour de Playmobil, parce qu'il ne faut pas se mentir, hein, les Playmobil, ça plaît aux enfants, mais ça plaît aux grands aussi, et je suis le premier fan. Donc du coup, je pense que tout le monde y trouvera son compte. Je voudrais qu'on revienne justement sur l'exposition temporaire Alésia en Playmobil, qui se tiendra au musée au parc Alésia jusqu'au 3 novembre. C'est avec Jean-Paul Turquois, qui est un collectionneur avec qui vous êtes associé. Comment est née cette collaboration ? À titre personnel, j'aime ça, et c'est vrai que c'est une idée que j'avais toujours eu en tête, d'autant qu'il y a beaucoup de châteaux qui le font sur la période médiévale ou des choses comme ça, mais j'avais jamais vu, en tout cas, une institution antique s'emparer de la chose de cette manière-là. Et le hasard a fait que, il y a 2 ans, j'étais au rendez-vous de l'histoire avec le musée au parc Alésia. On avait un stand à Blois, et Jean-Paul Turquois s'est présenté et m'a dit, regardez, je suis collectionneur, j'ai fait un diorama sur son portable, il me montre quelques photos. Il me dit, j'ai fait un diorama sur Alésia. Et donc là, ça a fait tilt, et j'ai dit,
dit banco, j'ai dit est-ce que vous aimeriez venir exposer au Muséoparc? Donc lui, il y croyait pas parce que c'était pour lui une belle reconnaissance aussi de son travail. Et ce qui était génial avec Jean-Paul Turquois, c'est qu'il nous a demandé conseil et donc on a pu aussi l'orienter. Voilà, par exemple, il mettait des casques à cornes sur ses Gaulois. Et ben, on lui a expliqué que non, il fallait pas qu'il dans le diorama il y ait de casques à cornes parce qu'il n'y en avait pas chez les Gaulois. Enfin voilà, on a pu comme ça être un peu juste historiquement et donc du coup, il a eu ce souci aussi de vérité. Donc c'est pas juste, on va essayer de faire quelque chose qui va tenir la route sur le plan archéologique. Donc ça s'est fait à la fois très simplement et très sérieusement aussi parce qu'il a été attentif à écouter tout ce que nous on pouvait lui dire avec l'équipe sur la vérité archéologique et historique. Alors Michel Rouget, pour terminer, qu'aimeriez-vous rajouter pour donner envie aux auditeurs à venir découvrir le Muséoparc Alésia ? Moi j'aurais envie de dire c'est Alésia finalement, on a tous ce mot en tête, on connaît. Mais je me suis rendu compte depuis que je suis ici qu'on connaît, mais au final, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, combien de temps ça a duré. Enfin voilà. Une des bonnes raisons de venir, c'est que ici, de manière tout à fait pédagogique et claire, précise, vous allez enfin découvrir et savoir ce qui s'est passé à Alésia pour en parler autour de vous. Et puis, encore une fois, cette notion de passer un bon moment en famille ou entre amis, c'est vraiment pour moi voilà, la notion de convivialité. Par exemple, on disait qu'on pouvait passer la journée, on a un restaurant avec un menu enfant, tout ça. Donc, c'est aussi vraiment une expérience de visite globale à pouvoir vivre ici au Muséoparc. Donc voilà, je pense que c'est pour tout savoir sur nos ancêtres les Gaulois, eh bien, venez au Muséoparc Alésia. Merci Michel Rouget, merci beaucoup. Merci à vous pour votre intérêt et au plaisir d'accueillir vos auditeurs. Le Muséoparc Alésia à Alise-Sainte-Reine en Bourgogne. Revivez avec vos enfants la bataille d'Alésia en vous amusant. Le Muséoparc, un site à découvrir en famille que je vous recommande vivement. À noter que l'exposition en Playmobil se tiendra jusqu'au 3 novembre. Toutes les informations sur le site alésia.com. Et enfin, je souhaitais vous préciser que l'extrait sonore que vous avez pu entendre dans cette interview provient du film Alésia, le rêve d'un roi nu, un film écrit et réalisé par Gilles et Christian Boutani, film disponible en DVD. Dans quelques minutes, nous parlerons cinéma, nous découvrirons la bande-annonce du film Abominable, mais d'abord, je souhaitais revenir sur cette violente agression d'un collégien dyslexique survenu le 16 septembre à Rive-de-Gier dans la Loire. Pour nous en parler, je reçois Nathalie Couni. Bonjour Nathalie Couni. Bonjour Eric. Vous êtes écrivain, auteur, artiste, peintre. Vous travaillez depuis 2009 sur les violences faites aux femmes et la maltraitance des enfants. Vous avez publié plusieurs ouvrages pour adultes et enfants sur ce sujet, produit un clip en 2018 repris par France TV Éducation et participé à de nombreux projets porteurs comme le train petite enfance, des conférences, des débats. Vous intervenez en milieu scolaire. Vous êtes également membre de l'association Stop VO Enfance sans violence. Alors si j'ai souhaité vous inviter aujourd'hui à participer à l'émission, c'est pour réagir à l'un de vos posts Facebook dont le sujet était la violente agression d'un collégien dyslexique survenu le 16 septembre à Rive-de-Gier dans la Loire. Nathalie Couni, revenons sur les faits. Que s'est-il passé ce 16 septembre ? D'après l'article, l'enfant a été agressé au compas, au couteau, violenté et violé dans les toilettes de cette école. Et déjà c'est quand même énorme parce qu'il y a eu 20 enfants, je pense, qui mettent 20 personnes qui ont assisté à ça, personne n'a réagi. Et en plus, d'après les faits que j'ai lus, la directrice n'a contacté ni les secours, ni les parents, ni un médecin. Pour moi, c'est énorme. C'est pas seulement quand on assiste à une agression et qu'on la dénonce pas qu'il y a non-assistance à personne en danger, c'est aussi quand on connaît les faits et qu'on fait rien, et c'est de sa responsabilité. Donc je trouve qu'il y a vraiment un problème, alors soit au niveau formation des personnels des établissements, surtout que le gouvernement a fait beaucoup d'actions dans ce sens depuis quelques années pour justement prévenir du harcèlement scolaire. Ouais. Donc c'est énorme, quoi. Ouais, bien sûr. Est-ce que vous pensez que dans ce cas précis, c'est avant tout un problème d'éducation ? Alors, je pense qu'il y a un sérieux problème d'éducation, puisque la violence, elle est quand même très répandue un peu partout, et on voit bien que la société est très violente, hein, il y a une surréaction surtout. Donc je pense qu'il y a vraiment un problème d'éducation et de remettre le respect, la non-violence dans l'éducation des enfants.
parce qu'aujourd'hui c'est vraiment un fléau, quoi. Quels sont, selon vous, les meilleurs moyens pour éviter que de tels drames se reproduisent ? Eh bien, déjà, il faut élever ses enfants dans la non-violence. C'est beaucoup plus c'est important et puis essentiel de parler aux enfants. C'est pour ça que moi, je souhaite m'adresser aux enfants pour la prévention des maltraitances et des agressions sexuelles. Revenir à un schéma où il faut vraiment bannir la violence et apprendre aux enfants à refuser la violence. C'est-à-dire quand il y a 20 personnes qui assistent à une agression, c'est quand même pas normal qu'il n'y ait pas une personne, un enfant qui ne court pas prévenir quelqu'un. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Et quant à cette personne qui réagit pas, là, je comprends pas ce qui se passe en elle. Elle isole l'enfant en attendant que la mère vienne le chercher. Enfin, c'est terrible. Le gouvernement a mis en place des actions contre toutes les formes de harcèlement et normalement dans tous les établissements scolaires. Donc il y a quand même une prévention qui est faite. Il y a un numéro vert qui est le 30-20 pour appeler anonymement, qui est un numéro vert donc gratuit. Donc il y a quand même des choses de mise en place. Et puis il y a eu beaucoup de clips récemment, il y a eu beaucoup d'alertes sur le harcèlement à l'école. Donc c'est un phénomène, j'espère, isolé, mais incompréhensible de la part des responsables d'établissement, quoi. Comment faudrait-il intervenir pour apprendre ou réapprendre la non-violence et le respect de chacun ? Il faut déjà que les parents changent un peu d'orientation. Là, la loi qui interdit les châtiments corporels a été votée au mois de juillet, donc ça c'est déjà une bonne chose. Revenir à une éducation sans violence, parce que de toute façon la violence ne sert absolument à rien. À part traumatiser l'enfant, avoir un effet de sidération sur lui, déverser une culpabilité et l'humilier, ça sert absolument à rien. Et puis après, je pense qu'il faut intervenir dans les écoles, puisqu'on sait que plus de 80% des maltraitances ont lieu dans la sphère familiale. Donc il faut trouver un environnement neutre, on va dire, en dehors de la famille, qui alerte les enfants et leur explique ce que sont les maltraitances, comment réagir en cas de maltraitance. Pour revenir sur le cas du harcèlement de ce jeune collégien, dans ce cas-là, quelles sont les conséquences pour la victime, l'agresseur et les familles ? Des deux côtés là, je parle. Alors pour la victime, évidemment, ça peut être des séquelles à vie. On sait très bien que les enfants harcelés gardent des séquelles très longtemps, de non-confiance en eux, d'estime de soi. Enfin, il y a beaucoup de traumatismes psychologiques quand c'est pas physique. Et puis après, il y a des condamnations. Par exemple, si on dénonce pas quelque chose, ça peut être 5 ans de prison, 75 000 euros d'amende. Et puis après, selon les âges, et puis on sait très bien que les mineurs c'est compliqué, mais dans tous les cas, il faut dénoncer ce crime. Il faut absolument, et ce qui manque beaucoup en France, c'est faire de la prévention. Nathalie Cougny, quelques mots sur votre programme d'intervention au cœur des établissements scolaires. Mon but, c'est qu'on parle aux enfants. On fait bien de la prévention routière, on fait de la prévention sur plein de choses. Donc, il faut absolument arriver à le faire sur les maltraitances quand on sait que 2 enfants meurent par semaine sous les coups de leurs parents. J'ai été contacté par la mairie de Nice déjà pour intervenir sur 3 jours au mois de novembre prochain. Et notamment devant des classes de primaire et 6e, plus des conférences pour adultes. Et puis récemment, j'ai été contacté par un principal de collège qui m'a demandé d'intervenir. Il avait déjà fait 7 signalements pour agression sexuelle depuis le début de l'année, c'est-à-dire en 15 jours. Oh là là. Donc ça laisse imaginer un peu l'ampleur des choses. Donc du coup, moi comme c'est mon but de parler aux enfants et de façon ludique aussi, évidemment, il n'est pas question de faire une conférence, mais de les faire participer avec des mots simples, mais aussi les vrais mots, qu'ils sachent que c'est le consentement, les parties intimes du corps, qu'est-ce que c'est un viol. Il faut absolument que ça rentre dans leur inconscient et dans leur cerveau pour pouvoir réagir et se responsabiliser aussi eux-mêmes. Donc on a mis en place avec une amie qui est formatrice et qui travaille sur les gestes qui sauvent, un programme d'intervention dans les écoles qu'on va proposer d'une ampleur un peu plus importante en fait. Très bien, je vous remercie Nathalie Cougny, merci beaucoup. Merci Eric. Dans Que faire des mômes, il est temps à présent de parler cinéma. Que faire des mômes ? Cette semaine, je vous parle du film pour enfants Abominable. Le nouveau film de chez DreamWorks Abominable est réalisé par Gilles Culton et Todd Wilderman. L'histoire commence sur le toit d'un immeuble à Shanghai avec l'improbable rencontre d'une jeune adolescente Yi avec un jeune Yeti. Elle décide de l'appeler Everest. La jeune fille et ses amis Jin et Peng vont tenter de ramener chez lui leur nouvel et étrange ami poilu afin qu'il puisse retrouver sa famille sur le toit du monde.
Mais tout ne se passe pas comme prévu, ils vont devoir échapper à Burnish, un homme puissant qui a bien l'intention de capturer le Yeti avec la collaboration du docteur Zara, une éminente zoologiste. Découvrons ensemble la bande-annonce. Il y a un Yeti sur mon toit. Salut petit, ou petite. Oui, je confirme, t'es bien un garçon. Je sais pas d'où tu viens. Alerte rouge! Il s'est échappé. Je veux récupérer mon Yeti! C'est là-bas ta maison? Non, je rêve. Je ferai en sorte que tu puisses rentrer auprès de ta famille. Everest n'est qu'un enfant! Arrête de taper dessus! Alors, ça, c'est toi et tes parents. Oh, t'as les yeux de ta mère. Abominable, un fabuleux film d'animation où magie et beauté des images ne font qu'un, un film à voir en famille à partir de 5 ans. À présent, c'est votre rubrique livre. Que faire des mômes ? Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de cahiers d'activité pour développer sa capacité relationnelle pour les enfants de 5 à 12 ans, les cahiers Filiosa, l'amitié, comment se faire des copains et les garder, imaginé par Margot Fried Filiosa, coach en relations humaines, et Isabelle Filiosa, psychothérapeute et figure phare de la parentalité positive en France. Nous avons tous besoin de se sentir aimés et acceptés, c'est le propre des humains. Pourtant, avoir des amis, ce n'est pas toujours facile. Parfois on se sent rejeté ou pas assez bien, on n'ose pas, on s'y prend mal, alors comment faire ? C'est pour cela que Margot Fried Filiosa et Isabelle Filiosa pour les textes et Eric Veillé pour les illustrations vous proposent un cahier pour comprendre comment surmonter ces problèmes relationnels, mais aussi des outils simples pour comprendre comment tisser et entretenir une relation amicale. Les cahiers Filiosa, l'amitié, comment se faire des copains et les garder, aux éditions Nathan. Fascination, c'est le nouveau grand spectacle équestre du mythique cascadeur et dresseur de chevaux. Il sera prochainement à Paris et en tournée dans toute la France. Mario Luracci est dans Que faire des mômes. Bonjour Mario Luracci. Bonjour. Alors vous serez prochainement à Paris et en tournée dans toute la France dans votre grand spectacle équestre Fascination, spectacle qui vient couronner 50 ans de carrière. Mario Luracci, comment avez-vous imaginé ce spectacle ? Que va pouvoir découvrir le public ? Alors une chose la plus simple du monde, d'abord la qualité du cheval, la qualité des hommes qui travaillent avec les chevaux, et surtout ce qui m'a toujours fasciné, c'est pour ça que le spectacle s'appelle Fascination, toute ma vie, tout le long de ma vie je dirais, c'est cet animal absolument exceptionnel, fantastique, extraordinaire qui est le cheval. Comment est née cette idée d'un spectacle équestre grand public ? Alors elle part d'amis à moi qui produisent déjà le spectacle de Saumur. Et ils m'ont, comme j'avais fait le Printemps des Écuyers, ils ont eu l'occasion de voir ça. Et m'ont proposé si je voulais faire un spectacle uniquement cascade, chevaux, cinéma. Et donc j'ai dit oui immédiatement. Alors tous les costumes et harnachements des chevaux proviennent directement de votre collection personnelle, hein ? Oui, tout provient de chez nous, de choses que l'on fabrique et des choses que l'on a à travers les films, bien sûr très important, que nous rachetons et qu'on garde pour pouvoir faire des choses qui sont très féeriques. Mario Luracci, quelques mots sur cette cascade très dangereuse, le Cabré retourné, pour laquelle vous avez été récompensé aux États-Unis. Pourquoi cette cascade est si dangereuse ? Vous avez une quantité incroyable de cavaliers qui se sont retrouvés paraplégiques avec ce genre de cascade. Donc là, c'est un de mes cascadeurs qui l'a faite sur Chevalier. Et il a eu un Oscar, j'en ai eu un également parce que le cheval, c'est moi qui l'ai dressé. Donc automatiquement, l'Oscar revient aussi au dresseur. Parce qu'il faut qu'il ait... Disons que la partie la plus dangereuse, ce n'est pas quand le cheval sait le faire, c'est quand il apprend à le faire. Donc là, il faut y aller un peu. Et effectivement, on a eu cette reconnaissance américaine. Ce qui est dommage, c'est que vous avez, par exemple, dans les Césars, absolument aucune reconnaissance pour les cascadeurs. Et pourtant, lorsque vous prenez un acteur qui est relativement maladroit,
on arrive à en faire un James Bond extraordinaire. Alors quand on parle justement de vous, Mario Luracci, on pense inévitablement au cinéma, avec plus de 500 films français et internationaux à votre actif. Quel est le film sur lequel vous avez travaillé et qui vous laisse le meilleur souvenir ? Franchement, j'en ai plein qui me laissent des souvenirs extraordinaires, parce qu'en fin de compte, un film, c'est des découvertes nouvelles, et à chaque fois, c'est ce que vous allez faire sur le film. Et beaucoup de films que j'ai fait en réalisateur deuxième équipe, où j'ai pu faire la mise en scène moi-même de plein d'actions, c'est des choses extraordinaires. Napoléon de Clavier, ça a été pour moi une expérience avec Simoneau extraordinaire. Travailler avec Terry Gilliam dans Brother Grimm, ça a été une expérience fabuleuse. Travailler sur la légende d'Avalon, ça a été incroyable. C'est surtout lorsque j'ai fait des cascades fantastiques comme dans Chouan, comme dans énormément de films, mais les films qui m'ont le plus marqué, c'est où j'ai vraiment pu faire la mise en scène et montrer vraiment un travail fabuleux à l'écran après, derrière. Quel a été le film le plus difficile justement à tourner ? Il n'y a pas eu de film difficile, il y a toujours des temps d'adaptation, tous les films sont uniques, donc automatiquement le plus compliqué, c'est toujours lorsque vous avez un metteur en scène qui ne sait pas très bien ce qu'il veut. Donc ça, c'est qui se cherche un peu. Donc c'est toujours un peu compliqué. Mais quand vous travaillez par exemple avec un Boutonnat, avec qui j'ai fait tous les clips de une grosse partie des clips de Mylène Farmer, c'est un bonheur. C'est un bonheur. Travailler avec Mylène Farmer, par exemple, c'est un bonheur. Alors adolescent, vous avez voué une admiration pour les Indiens d'Amérique du Nord. Qu'est-ce qui vous séduisait chez eux ? Qu'est-ce qui vous fascinait chez les Indiens ? Tout m'a fasciné chez les Indiens. La liberté, le cheval. Après, vous comprenez beaucoup mieux. Au début, c'est des rêves. Et après, la réalité de la vie vous rattrape. Donc vous voyez qu'il y a des défauts et les qualités. Mais le style de vie était fantastique. Cette liberté, surtout, cette liberté incroyable et cette, je dirais, acceptation d'énormément de différences sans avoir une animosité ou un racisme. Et ça, c'est fabuleux. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez découvert les chevaux ? Totalement. C'est les Indiens qui m'ont amené au cheval. Et après, c'est l'Espagne qui m'a amené à la beauté du cheval, à ce côté folklorique, à ce côté plaisir, à ce côté chanson, à ce côté cheval, tauromachie même. Qu'est-ce que votre rencontre avec Paco Yánez a changé dans votre vie ? Il m'a appris la régularité et la rigueur du travail. Après, je suis je dirais l'Arsène Lupin le plus élégant qui existe dans l'équitation. J'ai volé des bons trucs partout. Et c'est ce qu'il faut faire, il faut être élégant, reconnaissant et surtout regarder tout ce qu'il faut faire en bien et éviter ce qu'il faut faire en mal. Alors nous sommes au Tipi, lieu devenu mythique, et c'est ici que vous préparez vos chevaux et les plus grands spectacles et films. Comment se passe une journée de Mario Luracci ici ? Normalement, comme n'importe quel ouvrier qui travaille, si j'ai des chevaux à préparer, je sors le cheval et je le prépare à ce qu'il y a à faire petit à petit. Et si on doit faire un rassemblement pour pouvoir avoir des idées pour le spectacle, comme je vais faire dans une semaine encore plus pointue, j'appelle mes cascadeurs, on se réunit à 7, 8, 10 et chacun donne une idée de ce qu'il a envie de faire. C'est un travail de groupe important. Je veux vraiment faire là je dirais une symbiose de tout ce que mes gens ont envie de faire également. Alors Mario Luracci, vous fêtez 50 ans de carrière équestre. Quel est votre meilleur souvenir sur ces 50 années passées ? J'ai pas de meilleurs souvenirs. J'ai plein de souvenirs extraordinaires avec des chevaux qui m'ont apporté l'impression de les connaître. Et en fin de compte, c'est eux qui s'adaptaient à moi, qui était quelque chose de fabuleux. Parce qu'en fin de compte, un cheval, chaque fois que vous rencontrez un cheval, c'est une nouvelle aventure. C'est c'est un être humain qui s'exprime à sa façon. Et plus il s'exprime en vous ouvrant son cœur, et plus vous êtes dans un nuage. Dernière question, Mario Luracci. Qu'avez-vous envie de dire à tous nos auditeurs, parents, grands-parents qui nous écoutent aujourd'hui, pour qu'ils viennent en famille découvrir votre grand spectacle équestre Fascination ? Surtout, amenez beaucoup vos petits-enfants et tout, pour qu'ils puissent voir quelque chose qui les fera rêver, le cheval. Et ça, c'est très important parce que c'est le sport, c'est la pratique, je dirais, qui n'a pas d'hypocrisie. Un cheval, il est comme il est, vous le prenez, ou il vous prend, ou il vous prend pas. Et ça, c'est clair, c'est net, c'est fantastique, c'est une vraie leçon de vie. Merci Mario Luracci, merci beaucoup. Au plaisir. Fascination, le plus spectaculaire des shows équestres de Mario Luracci à découvrir absolument en famille. À noter que Mario Luracci passera sûrement près de chez vous
puisque Mario Loracci sera en tournée dans toute la France et au Palais des Sports Dôme de Paris du 19 au 21 mars à 20h30 et le 22 mars à 15h30. Et bien voilà, Que faire des mômes, votre magazine 100% famille pour aujourd'hui, c'est terminé. Un grand merci à tous mes invités. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Les amis, pour écouter nos anciennes émissions, lire nos articles, laisser un avis dans notre livre d'or ou nous contacter, rendez-vous dès maintenant sur le site officiel de l'émission quefairedesmômes.fr. Merci pour votre fidélité. Bye bye.